Alors, rebonjour tout le monde. Donc, permettez-moi tout d'abord d'exprimer l'honneur que j'ai aujourd'hui de modérer le panel sur la thématique de développement régional et la responsabilité sociétale des entreprises. Un panel qui sera présidé par Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Monsieur Khaled Qadour, qui est à ma droite, qui est à ma gauche, pardon. Donc sur sa gauche à lui, permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Hichem Hamidi, secrétaire d'État aux Mines. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à tous les intervenants, tous les participants. Les intervenants aussi, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Monsieur Nabil Lakhdar, qui est Managing Director, qui est sur la gauche de Monsieur le secrétaire d'État, qui est un CEO de la société URL. Sur sa gauche également, je souhaite la bienvenue à Monsieur Kamel El Khaldi, qui est directeur central à la CPG. Et sur ma droite, permettez-moi également de souhaiter à Monsieur Mehdi Majdoub la bienvenue, qui est le CEO de la société Access Consulting, qui est chargé de la mise en œuvre, qui est représentant du consortium RSE dans la région de Tataouine. Et sur la droite, permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à Monsieur Ashraf Gersen, qui est le Managing Director de Hasna Petroleum Services. Alors avant de céder la parole aux différents intervenants, je souhaiterais d'abord faire quelques mots d'introduction par rapport à ce panel. Un panel dans l'intitulé développement régional et responsabilité sociétale des entreprises. On le sait tous, le développement régional est une préoccupation prioritaire, je dirais un axe prioritaire du programme de ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, bien entendu. Donc les questions qui reviennent toujours, comment attirer les investissements dans les régions les moins développées, comment encourager la prise d'initiative et l'entrepreneuriat, comment créer les emplois, bien entendu. On est tous d'accord que ces questions-là débordent le cadre de ce panel et débordent même le cadre du forum, je dirais. Mais il y a quand même un lien que je mettrai bien en avant par rapport à cela, c'est que l'idée, c'est de considérer comment la responsabilité sociale des entreprises peut offrir un levier pour le développement régional dans ces régions-là. Et il y a des modèles, des business models qui ont permis justement de voir comment les choses avancent, comment est-ce qu'on peut faire de la RSE un levier d'investissement dans ces régions-là. Quand on dit RSE, c'est bien aussi d'avoir quelques idées sur ce que c'est la responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie et quels sont nos classements. Donc, dans le classement de 2017, selon le Centre de recherche international RESPECO, spécialité dans la promotion de l'économie responsable, la Tunisie est classée 59e mondiale. 59e avec la deuxième place dans le Maghreb, derrière le Maroc, qui est classé 54e, mais aussi bien devant l'Algérie, qui est classée 124. Bien devant aussi d'autres pays, tels que la Chine, tels que les États-Unis, pour des raisons de signature, de ratification de certaines conventions internationales. Et ce que j'aimerais noter aussi, c'est qu'entre 2013 et 2017, nous avons fait un saut de 23 places quand même. Donc il y a des choses qui ont été réalisées en Tunisie en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Il y a un chemin parcouru. Bon, l'idée, ce n'est pas de décrire ce chemin-là. L'idée, c'est de dire comment capitaliser sur ce chemin qui est déjà parcouru pour faire mieux et plus. Faire mieux et plus, bien entendu, il y a le rôle de l'État. Un rôle de l'État à travers peut-être des projets structurants qui sont capables de renforcer ces initiatives, de les développer, de créer plus d'investissements dans ces régions-là. Mais aussi, il y a des initiatives qui ont été menées par les entreprises privées elles-mêmes. Il y a une responsabilité du côté de l'entreprise, du côté du secteur privé. Et c'est bien de voir comment, justement, les entreprises du secteur privé peuvent contribuer à ce niveau-là. Donc, c'est un double matching, c'est un double rôle, complémentaire, bien entendu, que nous souhaitons développer autour du débat qui sera mené aujourd'hui après les interventions de nos différents panélistes.
Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur le ministre pour nous donner déjà une idée, permettez-moi, sur la vision générale du ministère donc, en matière de projets structurants, en matière de développement, je dirais, donc, dans les secteurs de la responsabilité sociétale, développement donc, des investissements. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mesdames et messieurs, chers invités, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'intervenir à ce sujet. Ce panel donc, relatif au développement régional et à la responsabilité sociétale des entreprises découle de mon ultime conviction que le développement au XXIe siècle ne peut se limiter au seul rôle de l'État. En effet, partout dans le monde, l'expérience a montré que la dimension politique, économique et sociale nécessite d'unifier les efforts des différents acteurs, à savoir l'État, l'entrepreneur et le citoyen. Cette triangulation constitue le fondement même de la philosophie du développement. Unir les efforts des agents économiques, institutionnels ainsi que la société civile est le meilleur moyen permettant d'identifier les priorités, de définir l'ensemble des challenges et de contribuer chacun de son côté pour les relever. Le développement est l'objectif ultime de toute politique publique et de tout régime politique. Il peut être défini comme l'amélioration durable des conditions de vie du citoyen. Toutefois, je tiens à rappeler que la notion même de développement a connu des évolutions durant l'ère contemporaine. En Europe, la condition RSE a été introduite dans la réglementation régissant les activités des entreprises cotées en bourse, qui doivent maintenant publier les rapports annuels sur leur activité RSE. Dans d'autres pays, à l'instar de l'Inde, le législateur a même défini le pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être dédié par l'entreprise à la mise en place d'initiatives sociétales. Mesdames et messieurs, la situation actuelle que vit la Tunisie a permis de mettre la lumière sur la réalité du développement régional dans notre pays. Les problématiques de la pauvreté, de l'équilibre entre les régions et du chômage, particulièrement parmi les diplômés de l'enseignement supérieur, ont été définies comme la priorité absolue pour notre pays post-révolutionnaire. D'un autre côté, les mouvements sociaux ont été caractérisés surtout dans ces dernières années, par des protestations et des revendications sociales, ayant trait essentiellement à l'emploi et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Cette situation a mis les différents acteurs économiques, y compris le secteur privé, devant la nécessité d'interagir et de trouver des solutions pouvant contribuer à répondre à ces problématiques de développement et assurer par conséquent la paix sociale. Il va sans dire que les entreprises qui ont été les plus confrontées à cette pression sociale sont celles opérant dans les secteurs d'exploitation des richesses naturelles, les hydrocarbures et les mines. Ces entreprises ont ainsi fourni de grands efforts en matière de recrutement, de formation et de mise en place d'initiatives sociétales. À Gafsa, à Tataouine, à Sfax, à Gabès, Kerkena, Kibili, Kasserine et dans d'autres régions, ces entreprises ont mis en place des projets de performance sociale visant essentiellement à faire face à la problématique du chômage. Toutefois, et malgré les efforts déployés,
ces initiatives sont restées individuelles, manquées de synergie et enregistrées parfois un chevauchement et de redondance. Elle adoptait ainsi dans leur mise en place des approches différentes qui pouvaient susciter une confusion chez les populations locales. Ainsi, afin de valoriser l'apport de ces initiatives, de trouver de la synergie nécessaire et d'optimiser leur impact, des entreprises pétrolières se sont regroupées en consortium et ont mis en place, en partenariat avec le gouvernement tunisien, représenté par le ministère de l'Énergie, des programmes RSE régionaux dans les gouvernorats de Tataouine et Gbelli, articulés autour des axes de développement prioritaires de ces régions, à savoir la promotion du secteur privé, le développement via les associations, le renforcement des infrastructures et la promotion des régions. Je salue ici les différents partenaires qui ont participé à ce programme, notamment l'ETAP, l'ENI et OMV. Ces programmes constituent l'une des performances du partenariat public-privé, pouvant contribuer à promouvoir le développement régional en Tunisie. En 2017, les résultats positifs donnés par l'évaluation du programme RSE à Tataouine ont permis son intégration dans la stratégie de développement du gouvernement, annoncée par M. le chef du gouvernement en avril 2017. Cette orientation démontre que la responsabilité sociétale est devenue une composante incontournable de la politique du gouvernement dans le développement régional. Le partenariat public-privé est ainsi devenu une forme de levier de développement pour l'État tunisien, dans la conception, le financement et la réalisation d'initiatives visant à améliorer la qualité de vie du citoyen. C'est ainsi que le gouvernement a identifié un nombre de grands projets structurants dans ces régions à fort potentiel en ressources naturelles, mais qui en même temps demeurent peu développées. Le gouvernement compte lever les fonds nécessaires au financement de ces projets, notamment auprès des investisseurs intéressés par un partenariat public-privé. Parmi ces projets, je peux citer, à titre exhaustif et non limitatif, le projet intégré de développement du désert, qui va concerner toute la région au sud de Ramada, donc c'est le sud de Tataouine. Cet espace est un espace vierge. Il manque encore d'infrastructures, infrastructures routières, infrastructures de liaison électrique. Et cette région, elle est riche en eau, donc il y a une nappe aquifère qui est assez importante, et aussi elle est riche en énergie solaire. Les radiations solaires dans cette région est parmi les meilleures au monde. C'est à peu près 2000 kWh par mètre carré par an. Donc dans cette région, on va promouvoir l'énergie renouvelable, solaire, et aussi le développement d'une agriculture désertique biologique pour respecter l'environnement. Ce grand projet donc sera étalé sur 3 étapes. Une étape de 2018-2020, la première étape, qui va concerner à peu près donc 100 à 200 MW solaires et le développement de 1000 hectares pour l'agriculture biologique dans cette région. Bien sûr, on commence aussi par la construction d'une première tranche de la route pour faire bénéficier tous les acteurs qui existent dans cette région-là. La deuxième étape, ça sera de 2021 à 2025 avec 500 MW et 15 000 hectares. Et la troisième étape, au-delà de 2026 jusqu'à 35, ça sera aussi le développement, donc 1000 MW, bien sûr avec le développement d'énergie, des technologies qui va nous permettre de développer ces projets-là, donc, et aussi le développement de 35 000 hectares dans cette région d'agriculture. L'objectif, c'est de développer cette région pour participer à la croissance économique. C'est un levier de croissance en plus pour la Tunisie. Et aussi, ça permet la création d'emplois pour les jeunes de la région.
L'autre objectif, c'est aussi de fixer la population pour sécuriser les frontières dans cette région. Le deuxième projet concerne les centres miniers. Ça sera donc pour améliorer la qualité de vie pour cette région, donc la délocalisation des laveries dans les centres miniers, au-delà donc de le faire sortir des villes, et là donc pour la protection de l'environnement et pour le nettoyage donc de ces cités. En même temps, ce projet concerne aussi le dessalement de l'eau de mer pour ramener l'eau dans cette région et pour pouvoir développer une agriculture dans cette région. Donc on va construire une centrale de dessalement d'eau d'une capacité de 100 000 m3 jour qui va être donc, cette eau va être ramenée donc dans les centres miniers pour préserver la nappe souterraine. Donc ça aussi, c'est un projet qui va permettre un développement durable pour cette région minière. Le troisième projet aussi concerne la délocalisation des unités polluantes à Gabès. Donc, et là aussi, c'est un projet très coûteux, d'ailleurs de l'ordre de 3 000 millions de dinars. Donc, et ça sera étalé sur 8 ans pour nettoyer toute la région industrielle de Gabès. Comme vous voyez, tous ces projets concernent donc l'amélioration de l'environnement dans ces régions-là et améliorer la qualité de vie de la population dans toutes ces régions. Ces régions-là qui sont concernées par l'exploitation des industries extractives, les phosphates et l'énergie. Et de là donc l'importance de ces projets-là structurants pour ces régions-là, pour accompagner donc la responsabilité sociétale des entreprises dans ces régions-là. Il va y avoir aussi des projets des énergies renouvelables un peu partout dans ces régions-là. Donc dans la région de Gbelli, il va y avoir un projet donc important de production des énergies renouvelables. La même chose dans la région de Tozeur, la région de Kasserine et la région de Sidi Bouzid. Donc sont concernés par ce programme-là. Appuyer l'équation développement ressources renouvelables, développement RSE est l'objectif majeur de la participation à cet atelier. En réitérant enfin mes remerciements à tous les partenaires que je les appelle à continuer à consolider leur participation afin de renforcer la paix sociale en Tunisie, condition sine qua non pour assurer un environnement propice pour l'investissement. Enfin, et en matière de partenariat public-privé, la Tunisie offre des opportunités d'investissement multisectoriels bénéficiant d'avantages comparatifs et d'incitations fiscales et financières. J'appelle donc nos partenaires économiques et les amis de la Tunisie de continuer à faire confiance à notre pays et par conséquent d'investir dans les secteurs porteurs et les régions à fort potentiel de développement. Et merci pour votre attention. Merci. Merci pour la présentation. Donc on voit très bien qu'il y a un schéma global, j'aurais dit, donc avec une déclinaison donc dans le temps, sur le court terme, sur le moyen terme, mais aussi sur un peu plus long terme, je dirais, avec une déclinaison aussi géographique, plusieurs zones donc, qui sont concernées par les projets structurants, avec des domaines aussi donc, diversifiés, tels que les énergies renouvelables. On sait très bien qu'il y a un grand potentiel là-dessus. Moi, j'aimerais donc compléter par une petite question, donc, si vous permettez, par rapport au schéma de financement donc, de ces projets. Est-ce qu'on a déjà une idée, donc un plan qui définit un peu les schémas de financement par rapport à ces projets-là? Oui, peut-être j'ai pas bien développé ce point-là.
Donc pour cette région du Sud, donc ce sera avec un partenariat public-privé. Donc on va préparer toute une vision globale pour le financement de tous ces projets étalés sur plusieurs années. J'ai parlé à l'horizon de 2035, mais la réalisation va commencer donc à partir de 2018. Très bien, merci. Merci. Donc là, on voit très bien donc, tout le support, je veux dire, au niveau politique, au niveau du rôle de l'État par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises. On va aussi donc, voir un peu le parallèle. Par rapport à ça, on a une initiative qui est déjà en cours à travers le consortium mené donc, par quelques entreprises multinationales donc, dans le secteur des hydrocarbures dans la région de Tataouine. Donc, je vais passer la parole à M. Mehdi Majdoub. M. Mehdi, donc, vous êtes le CEO, donc, vous êtes fondateur donc, de l'entreprise Access Consulting en 2005, qui est spécialisée dans le domaine du développement. Et avec, en 2009, vous êtes focalisé encore plus sur la responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez eu l'occasion donc, d'accompagner plusieurs projets dans l'accès au financement, dans la microfinance. Et aujourd'hui, vous êtes représentant donc, de ce consortium, avec un consortium pilote dans la région de Tataouine, avec un schéma de mise en œuvre qui est particulier, qui est intégré, structuré, donc on aura l'occasion d'interagir ensemble donc, sur cela. Mais avant d'en arriver, vous avez mené une étude préalable par rapport à ce projet-là, et cette étude-là était l'occasion d'identifier les potentialités donc, dans les régions, dans la région de Tataouine, identifier également les mécanismes nécessaires pour la mise en œuvre. Moi, on aimerait avoir une idée d'abord sur le contexte de lancement de cette étude, sur l'approche aussi qui a été adoptée pour mener cette étude, et nous faire part d'abord donc des principaux résultats. À vous la parole, M. Majdoub. Oui, si vous souhaitez. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, chers participants, donc, j'ai l'honneur d'être présent parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une expérience qu'on appelle l'expérience pilote du programme de responsabilité sociétale d'entreprise RSE Tataouine. Donc, ce programme a été mis en place par un consortium de 4 entreprises pétrolières, à savoir l'ETAP, l'INI, OMV, Midco Énergie, et ce, en partenariat, comme l'a expliqué tout à l'heure Monsieur le ministre, avec le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. Ce programme a un cadre conventionnel et institutionnel, puisque une charte a été signée en mai 2015 entre le consortium des entreprises et le gouvernement, représenté par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Souhib, donc ma présentation sera articulée autour de 2 parties principales. La première portera sur la conception de ce programme-là et donnera particulièrement les résultats de l'étude qui a été menée pour préparer la mise en place du programme. Et la deuxième partie portera sur le programme lui-même, essentiellement son mode de gouvernance, et puis ses réalisations après à peu près 2 ans et quelques mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2017. Je commencerai tout d'abord par rebondir sur ce qui a été mentionné tout à l'heure par Monsieur le ministre, sur la vision qui a motivé la mise en place de ce programme et de cette expérience. En fait, ce programme a voulu capitaliser sur des expériences existantes. Différentes entreprises avaient déjà commencé des initiatives RSE, notamment à Tataouine. ENI avait son programme, aussi OMV avait son programme. L'État participait et cofinançait ces programmes, mais l'idée de ces entreprises était de trouver une meilleure synergie et une meilleure efficacité en termes d'initiatives RSE. L'objectif, c'était de contribuer aux efforts de l'État et du gouvernement en matière de développement régional dans le gouvernorat de Tataouine. Donc, pour préparer la mise en place d'un tel programme, une étude a été menée durant l'année 2014. Elle a essentiellement donné les potentialités économiques de Tataouine qui nous ont permis, par la suite,
de préparer le programme RSE et un plan d'action triennal. Commençons tout d'abord par voir quelles sont les principales potentialités économiques du gouvernorat de Tataouine. Je pense que beaucoup ne savent pas que Tataouine est un gouvernorat à fort potentiel agricole. L'agriculture occupe à peu près 25% des ménages dans la région et il existe près de 6000 exploitations agricoles. Les principales activités sont l'élevage extensif et l'arboriculture, particulièrement l'olivier. Il y a une bonne infrastructure dans le gouvernorat, articulée autour de 32 périmètres irrigués couvrant une superficie irrigable de 7000 hectares et utilisée uniquement à 60%. Donc, en termes d'opportunités et de potentialités, il existe encore à Tataouine 2570 hectares irrigués qui ne sont pas exploités et qui peuvent permettre la plantation de 500 000 pieds d'olivier ou une autre catégorie d'arbres. En termes de ressources minières, il y en a tellement, mais on va citer les principales. Il y a tout d'abord le gypse. Tataouine est l'un des premiers gisements mondiaux de gypse et l'avantage comparatif caractérisé par une bonne composition chimique du produit a attiré beaucoup d'investisseurs nationaux et internationaux, notamment CNOF. Il y a aussi l'argile, que ce soit l'argile verte pour l'industrie cosmétique et thérapeutique, ou bien l'argile rouge pour les briques, pour les matériaux, essentiellement pour les matériaux de construction. Il y a aussi le sable et les pierres marbrières qui existent partout dans toutes les délégations du gouvernorat. Troisième axe, ou bien secteur porteur dans le gouvernorat de Tataouine, c'est le tourisme. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines entreprises composant le consortium ont commencé déjà depuis quelques années à travailler sur cet axe-là, notamment ENI, pour promouvoir des jeunes entrepreneurs dans le secteur du tourisme et les former. Tataouine se distingue par un hébergement dans l'Ixour et dans les maisons d'hôtes. Plusieurs projets ont été lancés dans ce sens et ces gens-là ont réussi à élaborer un circuit touristique dans la région qui attire de plus en plus d'agences de voyage et de tours opérateurs spécialisés. Ceci a fait que, avec l'appui du consortium, le Forum international du tourisme solidaire a été organisé en 2017 dans le gouvernorat de Tataouine. Enfin, je terminerai avec le quatrième axe, ou bien en termes de potentialité. Monsieur le ministre en a déjà parlé, c'est en matière d'énergie renouvelable, c'est-à-dire le potentiel qu'a Tataouine en termes de 2300 heures d'ensoleillement et à peu près un taux d'irradiation global de 2050 à 2300 kW par mètre carré. Je vous donnerai une idée sur un peu les incitations, parce que vous savez, en Tunisie, on a élaboré un nouveau code d'investissement et il y a de nouvelles lois aussi en même temps qui encouragent sur l'investissement dans les régions intérieures. Donc, c'est un résumé, un slide en résumé pour ceux qui cherchent à investir à Tataouine. Donc, il y a différentes incitations financières, une prime de développement régional qui peut aller jusqu'à 30% du coût de l'investissement, une prise en charge des dépenses des travaux d'infrastructure, une prise en charge de l'État de la contribution patronale, une participation au capital qui peut atteindre jusqu'à 60% du coût du capital, bien sûr en fonction du montant du capital, et enfin des incitations fiscales caractérisées par 100% de déduction sur le bénéfice pendant les 10 premières années, puis un taux de 10% pour les années qui suivent. Donc, j'ai essayé un peu de résumer les potentialités et les incitations qui existent dans le gouvernorat de Tataouine dans cette première partie de la présentation. Donc, je ne sais pas. Que justement, donc là, avec tout ce potentiel large, donc, on se demande donc comment le projet justement donc, a pu identifier les mécanismes de mise en œuvre. Donc, face à toutes ces potentialités-là, bien sûr, donc l'idée. On a toujours des initiatives de manière isolée et séparée. Après, donc, l'impact et les pérennisations de l'impact pourraient être compromises, on va dire. Donc, on n'aura pas les impacts souhaités. Donc, quelle était l'approche, justement, donc, du programme en matière de gouvernance ou alors en matière de mécanismes d'accompagnement pour avoir une pérennisation, pour avoir un impact au niveau des résultats? Merci. Donc, peut-être que j'ai omis tout à l'heure de mentionner que l'étude a été menée pendant à peu près 3-4 mois sur le terrain.
c'est-à-dire dans le cadre d'ateliers participatifs dans les différentes délégations, et ça nous a permis de synthétiser les potentialités. Et on a essayé d'articuler les composantes du programme en fonction de ces potentialités et d'orienter l'appui du programme vers ces secteurs-là. Quand vous dites approche participative, est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Donc, qui était dans les ateliers? Vous avez dit 3-4 mois. Donc, Oui, à ce moment-là, il y avait 7 délégations à Tataouine. Actuellement, il y en a 8, puisque une a été ajoutée au mois d'avril 2017. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a eu des discussions un peu semi-structurées avec toutes les administrations techniques, et bien sûr avec les autorités régionales. Vous savez qu'en 2014, il n'y avait pas de plan économique et social. La Tunisie a passé à peu près 4 à 5 ans sans plan. Donc, on avait besoin, comme pour nous et pour le gouvernement, un peu d'une on va dire, roadmap, pour savoir quels sont les secteurs porteurs sur lesquels on peut travailler. Donc, on a traité avec les administrations, puis on a organisé des ateliers dans les différentes délégations de Tataouine, auxquels ont participé tout le monde, c'est-à-dire les administrations, les différents syndicats, les organismes professionnels et les représentants de la société civile. Et à la fin, il y a eu une synthèse de toutes ces potentialités. Lorsqu'on a compris ces potentialités, on a essayé d'orienter un peu le programme, que ce soit, parce que le programme, comme l'a mentionné monsieur le ministre tout à l'heure, a 4 composantes, ou bien 4 axes. Tout d'abord, la promotion de l'initiative ou bien du secteur privé, le renforcement de l'infrastructure, le développement à travers la société civile, et puis la promotion du territoire. Donc, dans le cadre de ces composantes-là, on a essayé d'orienter l'appui du programme vers les secteurs porteurs. très bien. Donc, en matière de gouvernance, donc on enchaîne directement sur le mode de gouvernance qui a été adopté. Donc, vous avez parlé d'une approche structurée et donc des mécanismes d'appui. Donc, on aimerait avoir une idée un peu plus sur la gouvernance et les mécanismes. D'accord. En fait, pour la gouvernance, je vais parler de 2 volets. Le premier concerne la gestion même du programme et le deuxième concerne les modalités de mise en place des initiatives ou bien des projets. En ce qui concerne la gestion du programme, il y a 4 niveaux. Le programme est tout d'abord géré sur son plan stratégique par un comité de pilotage composé par les directeurs généraux des sociétés composant le consortium, ainsi qu'un représentant du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. La principale mission de ce comité est d'approuver le programme, les budgets, les mécanismes et les procédures. Dans sa vie de tous les jours, le programme est géré et suivi par un comité dit comité de gestion du programme, qui est composé des responsables RSE des différentes sociétés et qui contribue à l'élaboration des plans d'action, que ce soit mensuels ou bien trimestriels. Enfin, il y a le bureau d'études qui exécute ce programme sur le terrain et qui suit à travers des KPIs sur le terrain. Et puis, il y a la coordination du programme qui est faite par l'étape qui joue un rôle de relais entre les différents comité et puis l'administration sur le terrain. Le deuxième volet concernant la gouvernance du programme porte sur les modalités de mise en place. Vous savez que l'RSE est actuellement régi par des principes internationaux, par des standards internationaux. Les standards les plus connus sont ceux de l'IFC. Vous savez qu'actuellement, les sociétés qui cherchent à financer des investissements dont le coût est de 10 millions de dollars et plus sont dans l'obligation d'avoir une politique, des business principles, une politique, une stratégie RSE, et ces sociétés-là sont même auditées. Donc, il y a des approches structurées qui doivent être mises en place, et c'est ce qu'on a fait, on a essayé de suivre ces approches-là. Donc, je commence par le secteur privé. Tout d'abord, il y a des conventions qui ont été signées avec la BFPME, avec la BTS et avec les associations de microcrédit. Donc, ce qu'on a essayé de faire à travers l'étude, c'est de viser les différents entrepreneurs qui existent à Tataouine, allant du micro-entrepreneur jusqu'à la petite et moyenne entreprise. Si on peut revenir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quel que soit le mode de financement, on respecte la réglementation tunisienne et les critères d'efficience. Et le programme ne donne son accord sur le financement d'un projet que lorsque ce projet-là est approuvé par le comité de crédit du partenaire financier, c'est-à-dire l'AMC ou bien la BTS ou bien la BFPME. C'est-à-dire que le programme ne fait pas de sélection de projets ou bien de bénéficiaires. Juste ici, sans plus tarder, j'aimerais mentionner la valeur ajoutée du programme par rapport à la BFPME. Avec la BTS, on donne jusqu'à 30% de l'autofinancement, mais avec la BFPME. Lorsqu'on a fait l'étude à Tataouine,
on a remarqué qu'il y avait plein de gens d'entrepreneurs qui avaient des initiatives, qui avaient des business plans et qui les avaient soumis aux banques et particulièrement à la BFPME. Sauf que ces projets-là, même s'ils étaient acceptés par la BFPME, n'étaient pas financés. Pourquoi? Parce que dans sa procédure, la BFPME se doit de cofinancer avec une autre banque. Et je le dis franchement et malheureusement, la majorité des banques commerciales refusent de financer des projets dans certaines parties ou bien régions du pays. Alors ce qu'on a fait, on a pris le relais et on a pris la place de la banque commerciale. Donc nous avons donné à la BFPME une ligne, qu'on n'a pas une ligne de crédit, mais une ligne de dotation, pour intervenir au bas de bilan, pas en haut de bilan. C'est-à-dire on prend en charge la partie crédit. Pourquoi la partie crédit? Parce qu'il y a déjà beaucoup de mécanismes, comme le QFF, comme l'article 5 de l'État, etc., qui aident dans l'autofinancement. Donc pour ne pas avoir de redondance, nous, on a pris en charge la partie du crédit qui était le maillon inexistant dans le schéma de financement. Je ne vais pas tarder pour les associations et pour l'infrastructure. Il y a toujours, quel que soit le projet qui est identifié, il y a toujours une convention ou bien un MOU tripartite entre l'association, l'administration de tutelle et puis le consortium. Aucun sou, aucun millime n'est donné à l'association. Il y a des consultations qui se font et puis nous finançons le projet qui est géré par l'association et supervisé par l'administration. La même chose avec l'infrastructure. C'est-à-dire que, quel que soit le projet, on va voir des exemples par la suite, quel que soit le projet, c'est l'administration qui fait la sélection, elle retient les fournisseurs et nous, par la suite, on travaille directement avec le fournisseur. À ce niveau-là, j'aimerais insister sur quelque chose. Ce n'est pas le rôle du RSE ou bien de la responsabilité sociétale d'appuyer l'infrastructure. L'infrastructure, c'est la responsabilité de l'État. Mais nous, on intervient lorsque il y a des besoins en infrastructure en relation avec le secteur privé. Et on n'intervient que sur des projets qui sont prioritaires, identifiés prioritaires par l'administration, mais qui ne sont pas budgétisés. Je vais terminer avec la gouvernance. Donc, si vous voulez, je passe à la dernière partie de la présentation qui porte sur les réalisations. Actuellement, jusqu'à maintenant, le programme a participé au financement de 185 micro-projets avec la BTS. L'investissement total est de 4,23 millions de dinars. La contribution du programme est de à peu près 1 million de dinars. Nous avons un multiplicateur économique de 4,1, c'est-à-dire chaque dinar qui est donné par le consortium génère 4 dinars d'investissement. Donc l'une, vous avez parlé de la méthodologie, on a joué sur le levier financier pour optimiser l'impact à Tataouine. Le nombre d'emplois créés estimé, parce que là, on est en train de suivre par la suite projet par projet, mais dans la déclaration et par les visites qu'effectue la BTS, il est de 465 emplois. Le taux de recouvrement, on a des taux de recouvrement mensuels qui nous sont envoyés dans des rapports par la BTS, il est de 85%. Et il est de 20 points plus élevé que le taux moyen de la BTS à Tataouine. Pour les microcrédits, on a donné à peu près 2,5 millions de dinars pour financer 626 micro-entrepreneurs, essentiellement dans le secteur agricole et de l'artisanat, dans le gouvernorat de Tataouine. Et au 30 septembre, le taux de recouvrement moyen des associations de microcrédit à Tataouine, il est de 90%. Il a baissé, c'était 94%. Avec la BFPME, je ne peux pas m'empêcher de vous donner une statistique qui ne figure pas sur le slide. La BFPME a été créée en 2005. Jusqu'au 31/12/2015, la date de la signature de notre protocole d'accord avec la BFPME a financé 5 projets à Tataouine. En 11 ans, 5 projets à Tataouine. L'apport du programme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était comme on dit en anglais, to bridge the gaps. C'est-à-dire qu'on n'a pas réinventé la roue, mais on a trouvé où se trouve le problème. Et le programme, jusqu'à aujourd'hui, a financé 8 PME, petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire plus qu'a fait la BFPME en 11 ans. Notre contribution est à peu près de 1,3 million de dinars avec un multiplicateur économique de 4. C'est-à-dire ça a généré 5 millions de dinars et un nombre d'emplois estimé de 117 emplois. Ok, je ne vais pas trop m'étaler. Le programme intervient en termes de formation professionnelle et encadrement. On forme les associations de microcrédit, mais on forme aussi les nouveaux promoteurs dans la réalisation de business plans. Actuellement, il y a des promoteurs, 12 promoteurs qui bénéficient du financement de business plans. Avec les associations, je peux donner rapidement, on a aidé à la création d'un centre d'enfants en charge d'enfants autistes à Tataouine, le premier du genre, avec l'association ELEF.
Il y a eu l'appui à la création d'un centre de rééducation pour les handicapés moteurs, un centre de perfectionnement de la prononciation, et puis appui à la création d'un centre informatique avec une association Adhib. Le programme aussi finance des caravanes médicales presque tous les mois ou parfois tous les 2 mois. Il y a eu à peu près 1500 consultations spécialisées. Vous savez qu'à Tataouine, comme dans d'autres régions, malgré l'existence d'une bonne infrastructure hospitalière, en termes de matériel et d'équipement, malheureusement, le problème, c'est l'absence de spécialistes. Je vous donne un exemple. À Tataouine, lorsqu'on a fait l'étude, il y avait, comment on appelle ça, le scanner qui était cacheté, parce qu'on n'avait pas de radiologue. Le centre de gynécologie était tout neuf, mais il n'y avait pas de gynécologue. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ramener dans le cadre des caravanes médicales différents spécialistes en médecine pour répondre même ponctuellement à certains besoins. On finance aussi les festivals de Ksour. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'initiative qu'a fait INI en termes d'appui au tourisme avec le programme Géoparc. On a essayé de capitaliser sur cette initiative à travers notamment d'actions telles que la préservation des sites rupestres à Romras. Vous savez, c'est les sites les plus anciens d'Afrique. Et par la suite, intégrer les sites rupestres dans les circuits touristiques existants. On accompagne le gouvernement et l'État tunisien en matière du mois de l'école, qui a été lancé ça fait 2 ou 3 ans. Jusqu'à maintenant, on a réhabilité 5 écoles primaires, dont 5 délégations sur 7. On intervient en termes d'infrastructures. Il y a eu le financement par le consortium d'un périmètre public irrigué à base d'eau usée traitée, le premier du genre dans le gouvernorat. Et on utilise beaucoup, on plante tout ce qu'il y a, l'arboriculture, ou, enfin, je ne connais pas en français, le fassa. Si tu peux m'aider, le fassa, comment on traduit fassa en français? Ça doit être ça, voilà. Donc, ok. Ça marche plus? On est en cours de négociation avec le ministère des Domaines de l'État pour récupérer un bien qui appartenait avant à l'ancien parti pour faire un centre national de musique et un centre d'art dramatique. Ça, c'est en partenariat avec le ministère du Tourisme. Et il y a eu le financement aussi d'un nouveau château d'eau à Kambout qu'on appelle la Porte du désert, c'est-à-dire il y a à peu près 1000 personnes qui vivent là-bas. L'extension du musée de la mémoire de la Terre, des stades de foot. On finance des stades de foot pour les jeunes. Nous avons 3, un Armed, un Ikrif et un Bnimhira. Les 2 derniers sont en cours de réalisation. Et puis, je termine avec ça, qui est aussi notre fierté en tant que consortium et en tant que programme. C'est que en 2015, l'ancien chef du gouvernement a lancé une initiative en termes de discrimination positive, telle que décrite dans la Constitution, pour dire que, par exemple, avec le ministère de l'Équipement, il y a possibilité en prendre dans chaque gouvernorat 4 jeunes promoteurs qu'on aide, qu'on forme, qu'on finance pour avoir des marchés de gré à gré, des petits marchés de gré à gré avec le ministère de l'Équipement. À Tataouine, on a dit pourquoi on ne peut pas généraliser cette expérience à d'autres activités et à d'autres administrations. Après un travail de quelques mois, la STEG a accepté, la SONED a accepté, le CRDA de Tataouine a accepté, et du coup, on a formé 12 jeunes promoteurs qui ont fini leur formation et maintenant qui sont en cours de création de leurs entreprises. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci pour la présentation. Donc, on voit une approche un peu multi-secteur, multi-appui. Donc, il y a l'approche structurée, il y a le schéma d'intervention sur plusieurs niveaux. Et on voit aussi le rôle qu'a joué donc, le programme par rapport à une défaillance de marché, ce qu'on appelle, je prends ma casquette économiste, donc là où justement, donc, le marché a moins bien fonctionné, donc pour accompagner les jeunes promoteurs en complément de financement par rapport à la BFPME, c'est le programme donc, qui intervient à ce niveau-là, et c'est bien. J'aimerais peut-être dans la discussion, on reviendra là-dessus, quels sont les secteurs d'activité pour lesquels vous avez financé donc, des projets d'entreprise.
Et peut-être donc je donnerai la parole à Monsieur le ministre qui veut interagir avec vous d'abord. Non, je dois mentionner, je dois remercier tout d'abord donc les différents acteurs donc qui ont participé à ce programme-là. C'est un programme très intéressant qui a démarré donc depuis quelques années et il s'est développé sur l'expérience des entreprises dans cette région. Là, je dois aussi mentionner qu'il y a aussi un projet important pour la région de Tataouine qui concerne le branchement avec le gaz naturel. Et ce projet-là va générer plusieurs activités économiques et le développement de tout un tissu économique, notamment concernant l'industrie extractive. C'est un projet très important qui est financé par l'État et il aura donc un impact positif sur toute la région. Là, je mentionne aussi, à part la réussite de ce programme, globalement, plusieurs activités, mais j'insiste surtout sur le développement du microcrédit dans cette région-là. Ça, c'est très important pour encourager les jeunes à créer leurs propres projets et les encourager, les aider, donc même à créer ou à trouver donc, des idées de projets. Donc là aussi, je pense qu'il est important, dans le cadre de ce projet-là, de développer donc, des workshops par délégation pour essayer donc, de cibler les jeunes et les aider à créer, des projets intéressants. Là, donc, je pense qu'il faut aller dans les délégations, il faut donc organiser des workshops par délégation pour cibler les jeunes et surtout les jeunes filles. Donc les jeunes filles, pourquoi je dis les jeunes filles? Parce que les jeunes filles n'ont pas l'opportunité de travailler donc, dans l'industrie sur les chantiers pétroliers. Et là, donc, c'est un problème qu'il faut les aider donc, localement par délégation. Et merci. Oui, donc il y a la solution d'accès au financement, pour rebondir avec vous sur ces questions-là dans les régions. Donc l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, réellement, donc ça pose une difficulté. Et en complément, c'est l'accompagnement. Donc ces jeunes entrepreneurs ont besoin d'accès au financement, mais peut-être pour bien ficeler leur projet, pour bien articuler, je dirais, leur business plan et regarder, faire leur étude de marché, etc. Donc ils ont besoin d'un certain accompagnement dans certains domaines de spécialité complémentaires. Et on écoutera tout à l'heure quelques témoignages par rapport à l'apport en termes d'accompagnement. Et ça, c'est assez important. Donc on a ici donc, l'exemple pilote par rapport au programme RSE dans la région de Tataouine. On va changer de région. Donc on va passer, je donnerai la parole à M. Kamel El Khaldi. Kamel El Khaldi, donc vous êtes expert coach en entrepreneuriat. Vous êtes titulaire d'un PhD donc, de l'université donc, de Lille, où vous avez effectué donc, une partie de vos études dans cette université. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'automatisation, dans l'optimisation de l'énergie et dans l'informatique industrielle. Vous avez accompagné beaucoup de projets et avec plusieurs institutions telles que le Business Incubator de l'API ou encore les Business Centers, la NETI. Et actuellement, vous êtes directeur central dans la compagnie de phosphate de GAFSA. Ce qu'on aimerait écouter avec vous, donc quelle est l'expérience de la région de GAFSA avec la compagnie de phosphate en matière de responsabilité sociale des entreprises. Il y a un chemin parcouru, il y a une histoire à raconter peut-être, et il y a peut-être une présentation, donc quel est le programme actuellement. Merci, la parole est à vous. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفني ويساعدني أن أرحب أحر الترحاب بالسيد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالسيد كاتب الدولة مكلف بالمناجم، بالسادة المحاضرين، بالسادة ضيوف تونس العزيزة. المداخلة متاعي تتمحور حول المسؤولية المجتمعية بشركة فوسفات قفصة. هذه المداخلة تهتم بالجانب التاريخي، المسؤولية المجتمعية لشركة فوسفات قفصة منذ القرن
19 ثم واقع وآفاق المسؤولية المجتمعية بشركة فوسفات قفصة. في البداية لابد أن يوقع تعريف بمفهوم المسؤولية المجتمعية. تعد المسؤولية المجتمعية المؤسسة من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي استناداً على المواثيق منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى قمة ريو بشأن البيئة والتنمية، وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها من مسؤولية تأثير نشاطها الاقتصادي على البيئة وعلى المجتمع حتى يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه. فيما يخص تعريف المسؤولية المجتمعية، عدة معناها مختصين قاموا بتعريف المسؤولية المجتمعية. اخترت من بينها بعد دراسة المراجع العلمية والبلوغرافيين الموجودين الكل، هي المسؤولية التي تتبناها الشركة عن طواعية، وأؤكد عن طواعية، une prise de conscience على عاتقها من أجل التنمية المستدامة للمجتمع والمحافظة على البيئة، وتنطلق من استراتيجيات الشركة وقيمها وبيئتها، وتحقق من خلال الشركة ميزة تنافسية المؤسسة المواطنة l'entreprise citoyenne. وهنا نلاحظوا في الترانسبارون توجد الشركة فهي تعمل من أجل تنمية الاقتصاد، لكن هذه التنمية الاقتصادية لابد أن تكون مرتبطة بالجانب البيئي والجانب الاجتماعي. وأتكلم عن الجانب الاجتماعي فأقول هو كرامة عيش المواطن، معنى ذلك ما يتطور عليه حتى في مجال حقوق الإنسان. أمر مباشرة إلى تاريخ المسؤولية المجتمعية بشركة فوسفات قفصة. نحب نذكر أن شركة فوسفات قفصة وقع اكتشاف الفوسفات في سنة 1885، دوك المسؤولية المجتمعية، وتأسس شركة فوسفات قفصة في سنة 1897. مؤسس شركة فوسفات قفصة عندنا 120 سنة من الوجود. معنى ذلك أن تبنت شركة فوسفات قفصة، لأن في القرن ال19 لا يوجد مفهوم المسؤولية المجتمعية، لكن شركة فوسفات قفصة سلكت مفهوم معناها الجانب الاجتماعي، فاهتمت بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. من أجل ماذا؟ من أجل إرساء مناخ سليم وتوفير السلم الاجتماعية والحياة الكريمة لمتساكني المدن المنجمة. وسمر بعجالة عن أهم النقاط المتمثلة في ترقية العمل الاجتماعي، وهنا سميت العمل الاجتماعي لأن في ذلك الوقت لا توجد المسؤولية المجتمعية معناها لابروش جديدة. أنا في سنة 1897 قام المستعمر بتأسيس مناطق سكنية حتى يوقع معناها حول المنجم، وكانت مناجم باطنية، تأسيس مدن صغيرة. كذلك لابد من توفير العيش. وإذا اليوم مثلا في القرن 21 نتكلم عن الاسباس كوميرسيال، كارفور، ماغازان جينيرال، غير ذلك، فكانت بالمدن المنجمية بولاية قفصة ما يسمى بالإيكونوما، فضاءات تجارية توفر معناها متطلبات الحياة. كذلك قام المستعمر في القرن معناها 18 19 ببعض فضاءات ترفيهية كقاعة السينما وملاعب كرة القدم والتنس والكرة الحديدية، لأن كان المستعمر كذلك موجودة إطارات في هذا. ثم تبنى الجمعيات الرياضية بجميع المدن المنجمية، رديف وم العرايس متلوي مضيلة. ثم وقع السعي إلى مرافق العيش الكريم، تسهيل التواطن ونشر التعليم. وفي هذا المجال أذكر أن في بداية تأسيس شركة فوسفات قفصة كانت شركة فوسفات قفصة مسؤولة عن جلب الكهرباء والماء الصالح للشراب لجميع المتساكنين على حساب شركة فوسفات قفصة. إرساء منظومة صحية وانتداب أطباء ذات كفاءة عالية حتى في سنوات قبل الاستقلال. وهنا نحب نأكد في التدخل في النقاط هذه أن شركة فوسفات قفصة كانت تقوم بدور الأم الحاضنة لجميع متساكني المدن المنجمية. في بداية الاستقلال
عرفت المسؤولية المجتمعية نمطا آخر بالحفاظ على ما تركه المستعمر وإعطاء الصلاحية التامة للمسؤولين المحليين. كان رئيس البلدية والمعتمد هو يتفاعل مع شركة فوسفات قفصة في المدن المنجمية لإيجاد ما هي متطلبات الحياة العيش الكريمة بتلك المدن. فوقع تركيز مناطق سكنية جديدة باعتماد منظومة الكراء، معناها لوكاسيون فونت، بناء أسواق مركزية، تشييد مساجد، بناء مدارس ابتدائية ورياض أطفال. وهنا أتكلم عن رياض الأطفال، فتوجد شركة فوسفات قفصة منذ انبعاثها موجودة بشركة فوسفات قفصة رياض أطفال يوجد بها معناها مربين، لكن المربين هذا هم أعوان في شركة فوسفات قفصة. بناء دور ثقافة، بعث ملاعب كرة قدم ومسابح، كل هذا تتبناه شركة فوسفات قفصة. وتواصلت المسؤولية المجتمعية بالمدن المنجمية تحت دعم ورعاية شركة فوسفات قفصة إلى حدود تسعينات القرن الماضي، حيث أحدثت الشركة إدارة جديدة تهتم بالشؤون الاجتماعية، la création d'une nouvelle direction des affaires sociales، تهتم بالجانب الداخلي وبالجانب الخارجي. وأقول الجانب الخارجي فأنا عندما أتكلم عن الجانب الخارجي فحتى متقاعدي شركة فوسفات قفصة يتمتعون بكل ما توفره شركة فوسفات قفصة. التدخل متاعنا يكون في عدة معناها جوانب: الثقافة، التعليم، الترفيه، المجتمع المدني، تنويع القاعدة الاقتصادية وهي نقطة هامة، البيئة والبنية التحتية. وسمر بسرعة في المجال الثقافي. على سبيل المثال شركة فوسفات قفصة إطاراتها ونخبها قامت بتأسيس ما يسمى بالمهرجان الوطني للشعر، تتبناه شركة فوسفات قفصة وتقوم به عادة في عطلة الربيع من كل سنة. كذلك دعم المهرجانات الصيفية لإيجاد الجانب الترفيهي بمناسبة معناها العطل الصيفية، دعم المهرجانات والجمعيات الثقافية، دعم كذلك المبدعين الشعراء والكتاب والفنانين. على سبيل الذكر، إذا يكون شاعر أو أديب من المدن ومن الجنوب وبلاد قفصة تشتري شركة فوسفات قفصة المجموعة الشعرية أو مجموعة الكتب وتقوم بتفريقها للإطارات ولأعوانها، وكذلك تكريم النجباء في الجانب التعليمي. في مجال التعليم بعث مركز تكوين مهني Centre de formation professionnelle appartenant à la compagnie de phosphate قفصة لتنمية كفاءات. وهنا نشوف أن العنصر البشري معناها تعطي شركة قفصة الاهتمام بالعنصر البشري في تطوير كفاءاته ومهاراته الفنية. كذلك نثمن العلم، هو تنظيم أيام محلية ليوم العلم ويوم مركزي لتكريم النجباء، باعتبار أن العلم هو أساس التطور وأساس دفع في المجالات المتعددة. وهذا عندما نكرم الأبناء النجباء يهم كذلك العون الناشط والعون المتقاعد، ومهما كانت اختلافات الدرجة المهنية للأعوان. إسناد إعانات جامعية للطلبة أبناء الأعوان المتقاعدين والناشطين. على سبيل المثال ماذا حتى يوجد متقاعد وابنه عنده منحة من الدولة على مستوى المنحة الجامعية، فكل طالب معناها أبوه اشتغل في شركة فوسفات قفصة حاليا أو متقاعد هو يتمتع بمنحة جامعية في مدخل السنة الجامعية لكل سنة. في المجال الرياضة والترفيه تنظيم رحلات خارجية، دعم الجمعيات الرياضية. التوال متاع المتلوي النجم رياض المتلوي كلاسمون باهي لأن دعم كل من شركة فوسفات قفصة على كل هذه المجالات. دعم الجمعيات الرياضية وثقافة وشغل. في المجتمع المدني إسناد إعانات جامعية بمناسبة الأعياد والعودة المدرسية. مساعدة الجمعيات المجتمع المدني، مساعدات الجمعيات الرياضية. في مجال الصحة الاستشفاء والتداوي بالمياه المعدنية لفائدة سواق الآليات. تنظيم أيام طبية سنوية للمتقاعدين المصابين بالأمراض المزمنة. تخصيص بعض المساكن الشركة الأطباء الاختصاص بالجهة لمساعدتهم على الاستقرار. الزميل المحاضر تكلم عن النقطة هذه في بعض مستشفيات الجنوب. فشركة فوسفات قفصة هي الطبيب المختص هو يشتغل بالمستشفى، ولكن شركة فوسفات قفصة توفر له المسكن على حسابها الخاص. المساهمة كذلك في القوافل الصحية.
هنا أرجع مباشرة للنقطة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية، باعتبار أن شركة فوسفات قفصة كانت المشغل الوحيد، فارتوى عدد طالبي الشغل ينمو من جهة إلى من سنة إلى سنة، فعملت الشركة كذلك على دفع التنمية الاقتصادية بتنويع القاعدة الاقتصادية، وذلك ببعث صندوق تنمية مراكز المنجمية ما يعمر عليه بلافرديسيام، وهو عبارة عن سيكار سوسيتي دانفستيسمون وكابيتال ريسك من سنة 1993. كذلك شركة فوسفات قفصة كانت من الأوائل في دعم آلية الإفراق لبعث المشاريع، وكذلك قمنا بعد 14 جان في 2011 ببعث الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، ثم بعث شركة البيئة والغراسة بجميع معتمديات ولاية قفصة. وهنا الهدف خاصة على مستوى صندوق إعادة توجيه المراكز المنجمية هو بعث فكرة، هو تطوير ودفع مجال بعث المشاريع بالجهة. في المجال البيئي مرت شركة فوسفات قفصة من تقنيات الفوسفات المجفف، وكان فيه معناها تأثير خاصة على مستوى انبعاثات الغازية. مررنا مباشرة ما يسمى بالفوسفات المبلل، فوسفات إميد، وهذه مقاربة تكنولوجية قامت بها شركة فوسفات قفصة يمكننا في اقتصاد في الطاقة، لأن التجفيف كان بالفيول. وكذلك قامت شركة فوسفات قفصة التصرف في سيلان المياه الطينية المستعملة، معناها لو بويز، باسكو نحن الشركة تغسل الفوسفات ثم تستخرج ثم تغسل الفوسفات لبيعه للحرفاء مختلف أنحاء العالم. أنجزنا ما يسمى بالأحواض الطينية لديجابو، معنى ذلك أن كل المياه السيلان معناها الخارجة من مغاسل هي تجمع في ديجابو، وهنا هو معنى احترام البيئة والمحافظة على، لأن يوقع كذلك المياه هذه الموجودة بالديجابو يوقع سيستم دي ديكونتاسيون، ثم الماء العلوي يمكن استغلاله من جديد لإرجاعه إلى المغاسل، وهنا عصفورين بحجر واحد، المحافظة على البيئة واستغلال المياه مرة ثانية، وفي نظري معناها عامل هام في اقتصاد المياه. البيئة، البنية التحتية والفلاحة، تنمية البلديات، مساعدة البلديات بالإنارة وتهيئة الساحات العمومية وترصيف وصيانة الأنهج، اقتناء حاويات، اقتناء آليات، وهو ضمان معناها توفير العيش الكريم إلى المواطنين، دعم الجمعيات المائية بالأخذ على ذمة معلوم مصاريف الكهرباء الأبار السطحية، تأهيل المسالك الفلاحية، إنجاز جسور على مستوى الطرق الوطنية. هنا نصل إلى الموضوع هو واقع استراتيجية شركة فوسفات قفصة في دعم العمل الاجتماعي. تكلمت في بداية المحاضرة عن إيجاد إدارة جديدة تهتم بإدارة الشؤون الاجتماعية في بداية التسعينات. كذلك في آخر التسعينات أحدث شركة فوسفات قفصة إدارة تهتم بالسلامة والمحيط، أوكلت لها تأهيل المنظومة البيئية بالجهة، وتم رصد موارد بشرية وتقنية مما يجعلها فاعلا تنمويا في المحيط الاجتماعي والبيئي. هذه إدارة تحافظ، هي إدارة السلامة، لكن تهتم بالجانب البيئي مع tous les acteurs de la société civile وبقية القوى بالجهة. مع التذكير أن شركة فوسفات قفصة انخرطت بصفة جدية في كل برامج الدولة فيما يخص العمل الاجتماعي والاقتصاد في الطاقة ومنظومة الجودة. نتيجة كل هذه التدخلات تمكنت شركة فوسفات قفصة من الحصول على جوائز عدة، وهي هامة لعمري، هامة لأن تحفيز من أعلى هرم السلطة هو هام جدا. تحصل شركة فوسفات قفصة على جائزة رئاسة الجمهورية التشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة، كنا سباقة في سنة 2002. جائزة التقدم الاجتماعي لفئة المؤسسة في سنة 2004. جائزة رئاسة الجمهورية لأحسن مؤسسة تشجع أعوانها على ممارسة النشاط البدني والرياضي لسنة 2008. الجائزة السنوية لأفضل مؤسسة اقتصادية تتميز بنشاطها الثقافي لسنة 2008. حاليا
انضمت شركة فوسفات قفصة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. عرفت بلادنا منذ عقود منوال تنمية غير عادل بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات، كما شهد هذا المنوال تدهور الوضع البيئي الذي ألحق أضرارا على مختلف الأصعدة، خاصة بتفاقم الدعايات على الوضع الصحي وعلى السلامة الجسدية للمواطنين. وبعد الثورة تدهورت العلاقات بين العاملين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية وبين المؤسسة والمتساكنين المجاورين لها، مما نتج عنها مغادرة العديد من المؤسسات الصناعية تراب البلاد وتردي المناخ الاستثماري وتفاقم البطالة، كما تزايدت الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل بالكرامة وبتحسين ظروف العيش. نعم. داكوغ. ترجمة هذه المطالب في الفصول 12 45 29 من الدستور. في هذا الإطار تنظم مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات باعتباره حل لعديد المشاكل يتمكن من المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، التشغيل وتنمية المهارات، المساهمة في تمويل المشاريع المحلية، البيئة والتنمية المستدامة. وهنا نقدم معناها انخراط بتاريخ 3 سبتمبر 2015 انخرطت شركة فوسفات قفصة البرنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، معناها هذه مراسلة تمر مباشرة، المسؤولية المجتمعية بشركة فوسفات قفصة. زيادة على الميزانية المخصصة لإدارة الشؤون الاجتماعية، رصدت شركة فوسفات قفصة 60 مليون دينار بعنوان المسؤولية المجتمعية لسنة 2014 15 و16 لتنمية جهة قفصة. تم إنجاز القسط الأول وهو ب20 مليون دينار عن طريق المجلس الجهوي، وتمحورت التدخلات في المجالات العامة لحياة المواطنين في جهة قفصة، تهم المجال التعليم، البحث العلمي، الصحة، البيئة، البنية التحتية والرياضة. في إطار المسؤولية للمجتمع، الشركة وساهمت منها في دفع المبادرة بالمدن المنجمية، وحرصا على دور المحوري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهنا تكلمت على تنويع القاعدة الاقتصادية بجهة قفصة. قامت الشركة بإمضاء اتفاقيتين تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتاريخ 14 جان في 2017 بكل من بنك تمويل المؤسسة الصغرى والمتوسطة الPFME تحت عنوان قفصة المؤسسات الصغرى بمبلغ 5 مليون دينار، ثم البنك التونسي للتضامن ب10 مليون دينار، أي بمبلغ 15 مليون دينار يتم احتسابه واقتطاعه من مبلغ جملي 60 مليون دينار. في هذه الاتفاقية تشمل على مستوى البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 4 مجالات: آلية دعم الأموال الذاتية فون بروبر، آلية تمويل المشاريع، إعادة الهيكلة والمالية، آلية الدعم والإحاطة لاكومبانيمون اي كوتشينغ. فيما يخص اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، آلية تمويل المشاريع، آلية المساعدة والإحاطة. كذلك قامت شركة فوسفات قفصة بتاريخ 26 جويلية 2017 بطلب عروض تنفيذ وإدارة برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة فوسفات قفصة لاختيار مكتب استشارة لتحديد عناصر التدخل وكيفية تنفيذها لمزيد من النجاح والمتابعة، وهو في مرحلة التقييم. يهتم طلب العروض بالتشجيع على التشغيلية، ثم التكوين وإعادة توجيه لا ريكونفرسيون، دعم عقلية بعث المشاريع الانتربرونيريا، تحسين جودة الحياة في بيئة سليمة متوازنة ومقاومة التلوث، المشاركات في الحملة الصحية. في الختام الختام سأذكر 3 نقاط هامة: المشاركة الفعالة والمستمرة في البرنامج الاتفاق العالمي فيما يخص التنمية المستدامة، السعي على حصول المطابقة إيزو 26000، ثم تسعى شركة فوسفات قفصة للحصول على جائزة المؤسسة الوطنية التي تنجز أفضل مشروع في إطار تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية. شكرا على الإصغاء وبارك الله فيكم. Merci Sir Khaldi par rapport à cette présentation donc, détaillée donc, de l'historique de l'intervention de la CPG en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Ceci étant, donc, on voit que le programme il est assez diversifié, mais donc on reste un peu sur sa fin. Donc en termes, quel message donc, on lance en termes d'attractivité pour les investisseurs? Donc qu'est-ce qu'on a comme programme donc, pour appuyer la diversification? Donc, je suis certaine qu'il y a pas mal de choses donc,
à compléter, à développer, donc, qui existe déjà donc, dans votre programme, mais à faire montrer donc, davantage. Peut-être je vais donner la parole à Monsieur le secrétaire d'État, donc pour interagir, secrétaire d'État aux mines, donc pour interagir avec lui, donc pour ce domaine d'intervention. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Énergies, des Mines et des Énergies renouvelables, chers participants, Mesdames et Messieurs. Je voulais en fait réagir par rapport pour compléter ce qui a été présenté concernant le programme de responsabilité sociétale de la compagnie de phosphate de Gafsa, si on peut l'appeler un programme RSE, parce que il y avait plusieurs dépenses durant ces dernières décennies dans la région de Gafsa, qui est une région sous-développée, et comme d'ailleurs la plupart des régions là où opèrent les entreprises dans l'industrie extractive, donc il fallait investir, et je précise que c'est un investissement, c'est pas de dépenses, mais ces investissements-là, ces dépenses-là qui ont été très importantes pour la société de phosphate de Gafsa, depuis sa création d'ailleurs, n'ont pas donné de résultats, disons, sur le terrain, parce qu'il y avait toujours des contestations des populations locales, il n'y avait pas assez d'acceptation, en fait, bien que il y a plusieurs participations, comme on vient de le voir sur cette présentation-là, dans le domaine culturel, dans le domaine industriel, dans le domaine social. Ce qui a changé maintenant, c'est que nous, en tant que ministère de tutelle, nous avons insisté pour que la société ait une vision claire, une vision globale, intégrée, parce que bien que les montants qui ont été investis sont très importants, mais on ne peut pas se substituer des investissements publics. En fait, c'est des investissements complémentaires. Donc, ils doivent être ciblés, ils doivent toucher en fait les jeunes, ils doivent participer à créer de l'emploi et à permettre un rayonnement de l'entreprise et améliorer l'attractivité de la région pour pouvoir, bien sûr, atténuer les tensions sociales qui existent là-dessus. Donc, c'est pour cela que nous avons incité la société de phosphate de Gafsa à choisir un bureau d'études de renommée internationale pour pouvoir aider et l'accompagner à créer ou à construire cette vision, cette stratégie et mettre en place en fait des actions concrètes qui permettent très vite d'atteindre ces objectifs-là. Aussi, sur le volet institutionnel, nous l'avons insisté lors de la révision de l'organigramme de la société, nous lui avons proposé à créer une direction centrale dédiée à la responsabilité sociétale. Donc on va évoluer de la logique d'intervention sociale à une logique d'intervention sociétale et de la doter de ressources humaines disponibles de très grande qualité, et bien sûr l'accompagnement d'un bureau d'études durant 3 ans. Bien sûr, c'est une période qui pourrait être renouvelée pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Donc, plusieurs interventions, plusieurs dépenses, plusieurs investissements, mais il n'y avait pas une logique intégrée. D'ailleurs, je vous cite un exemple. La société a créé ou a participé à créer une SICAR, qui est l'affaire DCM, un pôle de développement qui est chargé d'aménager les locaux industriels et aménager en fait les terrains industriels. Mais le problème, c'est que pour compléter, parce que la SICAR n'investit qu'une partie, que 50% du capital social, le reste, il fallait créer des lignes de crédit. C'est ce qu'on a fait déjà. Le problème, c'est que pour
pouvoir dépenser et bien dépenser cet argent-là, il fallait aussi choisir, recruter un bureau pour accompagner les jeunes. Donc, pour avoir une idée complète, pour pouvoir que tous ces outils-là, ensemble, arrivent qu'on puisse y arriver à nos objectifs. Oui, justement. Donc, pour compléter, on a toujours l'idée en tête, c'est que la compagnie qui remplace, entre guillemets, donc le rôle de l'État. Et malgré tout cet effort-là, on a un impact, mais cet impact reste soit éparpillé, soit mal vu, soit mais pas visible, c'est pas mal vu, mal visible, ou encore il n'y a pas un schéma global. Et donc c'est ce qui fait que l'impact n'est pas forcément périn dans le temps. On est toujours dans une logique de demander et redemander, donc parce que ça ne reste que des actions plus ou moins isolées, donc ponctuelles. Et c'est ce qui fait que aussi, à mon sens, il fallait avoir un peu, enfin l'idée c'est d'avoir ce que je retrouve aujourd'hui dans ce que vous dites, c'est avoir à la fois la dimension économique pour assurer donc un peu la pérennisation de l'impact, la dimension sociale, ok, parce que c'est une préoccupation claire, majeure donc dans la région, et la dimension environnement. Donc comment conjuguer donc les trois dimensions ensemble donc pour avoir un schéma global d'intervention structuré et j'insiste donc parce qu'on a beaucoup de programmes d'intervention. Le problème c'est la pérennisation. Comment faire en sorte que l'impact reste et génère plus d'impact. Donc, et ça, c'est des actions un peu... On le retrouve dans plusieurs programmes, donc de par mon expérience, dans plusieurs... c'est la pérennisation donc, qui est le point clé, je dirais, donc, à ce niveau-là. Je vous remercie. Alors, peut-être, là, on va voir quelques retours d'expérience par rapport au programme RSE. On revient à Tataouine, donc avec... de flexibilité donc de suivi de la salle pour avoir donc toute la curiosité donc de suivre le panel. Donc je vais céder la parole à Monsieur Ashraf Gelsen. Ashraf Gelsen, donc vous êtes un jeune diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Sfax. Vous avez travaillé pendant 2 ans dans le secteur privé à Tunis, dans le domaine dans l'électromécanique. Et en 2012, vous avez commencé à préparer votre business plan pour un projet dans la gestion et la valorisation des déchets dangereux. Vous avez lancé votre projet en 2016 et il est entré en activité en 2017. Vous êtes un des bénéficiaires du programme RSE donc dans la région de Tataouine. Je vous demande donc de nous faire part de cette expérience, de vos motivations, qu'est-ce qui vous a poussé donc à aller créer votre propre projet donc, dans la région, quelles sont les potentialités qui vous ont attiré par rapport à ça, qu'est-ce que le projet vous a apporté, et aussi, donc, par la même occasion, quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées. Okay. Donc, et le tout, j'insiste, essayez d'être bref, s'il vous plaît. Okay, merci. Okay, t'inquiète. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, les organisateurs de ces forums, les PDG, merci beaucoup de me donner cette occasion de m'exprimer et de partager ma expérience qui dure, à mon avis, 6 ans. Bon, comme tu as déjà indiqué que j'ai eu le diplôme d'ingénieur en 2009, j'ai resté en chômage à Tataouine 6 mois et après j'ai déplacé à Tunis pour avoir l'occasion de travailler dans une entreprise privée, là où j'ai eu l'expérience dans 4 domaines durant 1 an et demi, un responsable maintenance, responsable production, responsable commercial. Et par suite, j'ai décidé à revenir à Tataouine pour avoir une autre occasion dans ma région. Parce que bon, j'ai souffert de tout, à mon avis, aux plupart des conditions que j'ai vécues à Tunis. Au premier lieu, en fait, j'ai décidé d'avoir mon propre projet. C'était dans le traitement des labos de forage dans les secteurs pétroliers à Tataouine. Et après, en fait, de pas à pas, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs des challenges, à mon avis, qui ont été des conflits, mais après, ils sont devenus des challenges, mais aussi plein de victoires vis-à-vis les handicaps et principalement administratifs. L'idée, c'est j'ai commencé en 2012 de préparer l'étude de faisabilité qui a été transmise aux banques fin 2013.
J'ai eu les premiers accords de principe de la BFPME au début 2014, mais j'ai eu le blocage de la schéma d'investissement qui est fin 2016. Alors, croyez-vous la souffrance que j'ai eue pour arriver à bloquer les schémas d'investissement? Pourtant, les projets, c'était très bancable et très rentable. Et c'est grâce à la RSE qui m'a donné la chance d'être un promoteur et être un boss. Et travaille avec moi maintenant 8 personnes, 4 administratifs et 4 au chantier. Et j'essaye dans les meilleurs délais de recruter 5 ou 6 autres personnes, mais tout dépend des projets. L'approche au premier lieu, c'était de travailler sur l'abus des forages, mais de pas à pas, j'ai élargi l'idée et j'ai visé l'activité vers tous les déchets dangereux. Mis à part les déchets dans les domaines industriels. Au premier lieu aussi, j'ai visé les chantiers à Tataouine, ou les activités à Tataouine, mais par suite, j'ai visé vers toute la Tunisie. Et actuellement, j'ai dernièrement signé un contrat ailleurs. Ce n'est pas à Tataouine, mais à Kef. Et voilà, en fait, à mon avis, il y a plusieurs motivations qui m'ont donné l'avis d'être un promoteur ou un nouveau promoteur, mais à mon avis, être un promoteur, c'est un choix. Un jeune, il choisit à un certain moment d'être un boss ou celui qui exécute ou celui qui applique les ordres. Et à mon avis, toujours, ça dépend aux personnalités de celui qui essaye de traverser les chemins et celui qui ponctualise ses objectifs et de pas à pas, à mon avis, il arrivera. Merci. Je vous félicite donc, pour ce parcours. Merci beaucoup. Je note... Une seconde. Oui, allez. Je remercie énormément celui qui travaille sur le programme RSE. De la ministre, les 4 sociétés partenaires unis, OMV, MEDCO et principalement l'étape qui chapeaute les projets. Merci beaucoup pour tous les intervenants qui m'ont aidé sincèrement de réaliser l'entreprise et the dream began reality, and thank you a lot. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on voit une volonté, on voit une détermination donc, pour réussir votre projet et on a des chiffres. Donc on voit, vous avez commencé avec petite équipe, aujourd'hui donc vous avez grandi et vous êtes prêt à grandir davantage. J'ai noté aussi avec beaucoup d'attention donc la diversification et géographique et de vos clients, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, vos clients ne sont pas forcément à Tataouine et donc ça c'est appréciable. Donc on vous encourage à aller de l'avant. Peut-être vous allez avoir certainement des questions dans la salle. Donc j'aimerais aussi inviter M. Nabil Lakhdar, qui lui donc, a développé son projet à Tataouine avec l'appui du programme RSE, mais dans un secteur autre, donc dans un secteur qui offre beaucoup de potentialités. Nous avons vu dans les présentations initiales donc, que le secteur agricole offre donc une potentialité importante dans la région donc, de Tataouine. Nous avons noté aussi donc il y a beaucoup de programmes d'appui donc au niveau du ministère. Vous avez choisi donc l'agriculture. Vous êtes un jeune agriculteur. Vous avez démarré en 2006. Vous avez planté 10 000 pieds donc d'olives. Et au gouvernement de Tataouine, vous avez bénéficié donc du programme. Et aujourd'hui donc vous avez essayé donc de développer les phases aval donc dans votre projet. Est-ce que vous pourrez partager avec nous votre expérience avec le programme et quelles sont vos perspectives? Tout d'abord, je me présente Nabil Lakhdar, un jeune promoteur dans le secteur d'olive. Depuis Tataouine est une région n'est pas exploitable par rapport au pays,
dans le secteur agricole. Notamment, il existe un nombre très important de pieds d'olive. Et avec le programme d'État d'implanter presque 1 million d'olives sur 4 ans, Tataouine sera un pôle très important. L'unité d'extraction, comme mon projet, c'est l'unité d'extraction de l'huile d'olive. مشكلة معناها تطاوين منطقة عندها بوتنسيال كبير ياسر في الفلاحة، مساحات كبرى، ماء موجود. deux éléments nécessaires pour l'olive هو الماء والشمس والأرض، والثلاثة هذا موجودين. مشكلتنا تطاوين ماهيش اكسبلواتابل. تمشي للبنوك، نعطيو اتيتر ديكزامبل، تمشي للبنوك تقول لهم بور فينانسي مون بروجي، هاو البروجي راني عملت 10,000 عود زيتون، يقول لك ليش بك غرستها في تطاوين. مي الحمد لله افيك لاباريسيون تاع لي RSE و سورتو البي اف بي ام او والارتيكل 6 دو ليتا، واحد نجم عمل البروجي نتاعو اللي هو شين ديكستراكسيون دو لويل دوليف avec la mise en bouteille, surtout la qualité de l'huile d'olive اللي موجود في تطاوين, une bonne qualité. Quelles sont vos perspectives de développement aujourd'hui? Dans votre unité, vous êtes combien? توا نخدموا بريسك في 12 خدام. Maintenant نخدموا في 12 خدام وإن شاء الله avec l'extension نتاع السوسيتي دو تريدينغ اللي هي ندخلوا في الميز en bouteille. ان شاء الله نطلعوا اكثر ولا نعملوا الكاباسيتي نتاع البرودكسيون اكثر. بور لو مومون بور ال4 ans هذوما الاولانيين جوست 12 خدام انا. Et pour la mise en bouteille, l'huile d'olive en bouteille, vous destinez quel marché, vous visez quel marché? Marché mondial, surtout marché Libye, marché l'Algérie pour le moment, puis d'autres marchés comme l'Europe ou l'Asie. D'accord, merci. Donc, bon, c'est très difficile de synthétiser tout ce qui a été dit, donc une mission difficile, mais que j'essaierai donc de résumer, puisqu'on a du niveau politique, stratégique et structurant jusqu'au niveau micro, c'est-à-dire les entrepreneurs donc, qui ont mené leurs propres projets avec une vision, une volonté donc, de diversification, une volonté de valorisation donc, des atouts donc, de certaines régions, avec un appui derrière, donc avec un accompagnement, un accès au financement donc, qui est facilité, avec un rôle pour combler les quelques défaillances donc, de marché. Tout ceci donc, chapeauté de haut donc, par une vision du ministère par rapport à des projets structurants pour développer encore plus l'approche responsabilité sociétale des entreprises, un engagement plus structuré, je dirais, du secteur privé pour accompagner donc, les jeunes entrepreneurs, pour valoriser encore plus, je dirais, cette diversification et les potentiels dans certaines régions. Nous avons pris le cas de Tataouine comme cas pilote, GAFSA donc de l'autre côté, mais je suis sûre que le débat et les expériences peuvent être multipliées, bien entendu, ici et là. Peut-être qu'on a le temps donc de prendre quelques questions dans la salle, 3 à 5 questions éventuellement, et je vous... Ouais, d'accord, merci. Donc je prends note. Donc, oui, la dame, s'il vous plaît. Donc vous vous présentez et essayez de mentionner clairement votre question et s'adresse à qui, et essayez d'être bref, s'il vous plaît. Le micro baladeur, s'il vous plaît. Oui, je cherche le micro baladeur, s'il vous plaît. Il arrive. Hein. Merci à vous. Mounir Amnif, chargé de la cellule de l'encadrement des investisseurs au ministère des Affaires culturelles.
Je suis très intéressée par la présentation de Tataouine et l'expérience modèle dont monsieur a fait la présentation. C'est une question d'abord, où est le ministère des Affaires culturelles c'est une question. Est-ce que vous avez, dans votre étude ou dans votre constat, travaillé avec le ministère des Affaires culturelles, sachant que le tourisme ne se charge pas du patrimoine. C'est l'affaire du ministère des Affaires culturelles. Et d'ailleurs, nous, on est en partenariat avec le tourisme, le ministère du Tourisme. C'est notre partenaire incontournable pour la mise en valeur de notre patrimoine. Le potentiel, justement, de l'investissement sur le patrimoine dans une figure Manache, peut-être vous l'avez exprimé autrement, peut-être vous avez exprimé le tourisme qui veut dire tout, mais ça ne veut pas dire le patrimoine. J'ai aussi des questions concernant l'appui financier aux entrepreneurs culturels. On parle aujourd'hui d'industrie créative, on parle de tournage de films étrangers en Tunisie, on parle d'industrie culturelle. Nos partenaires, effectivement, sur chaque dossier sont multiples. Et il y a beaucoup de jeunes, on est très sollicité par les jeunes, mais il n'y a pas de soutien financier à leur initiative. On accompagne, on essaie de trouver des aides pour au sein du ministère, mais c'est pour les activités. Et j'aimerais bien avoir des réponses sur ces questions-là. Merci à vous. Ok, merci. C'est toi qui prends cette réponse. C'est toi qui prends cette réponse. Non, je vais prendre toutes les, enfin, un pool de questions. Donc, allez-y, donc, monsieur. Hello. Oui, ensuite. Hello. This is Mohammed Rai. I'm with the Ray Energy International. Okay. We're a global renewable energy developer. I come to you from sunny California, where we've achieved 50% renewable energy. So 50% of generation in California now is renewable, whether it's solar, wind, geothermal, and others. And the reason that was achieved is because the government decided, the state government decided that they want to be a leader in this sector. So the question to His Excellency the Minister regarding the renewable energy sector in the country, I know there's a big drive for that sector to grow, and that's why we're here, to learn more and understand and be supportive to invest and be a developer and owner of assets here. The question that I have for you, Excellency, is meeting with large financial institutions such as IFC, EBRD. They made it clear to us that the current status of the power purchase agreement as it stands today is not bankable. What that means is that they will not provide any financing for those type of projects in the renewable energy sector, especially solar and, of course, wind. That, we believe, will not increase the amount of energy, renewable energy generation in the state, in the country. So the question to you is, what are the government plans as it relates to ensuring that renewable energy contracts are bankable, financeable, to enable the growth, the tremendous growth of renewable energy in the country? And I thank you very much. Thank you. Vous avez une question, donc le monsieur derrière, oui. Oui, j'ai oublié, exact. Ensuite vous, donc j'ai oublié le monsieur, ensuite. شكرا. انا باش نتكلم العربيه. نحيي حضور السيد الوزير والسيد كاتب الدوله. نقدم روحي لحبيب العوال، خبير في اللامركزيه والتنميه الجهويه، والي سابق واصيل ولايه تطاوين. ونحب نقارن بين الحقيقه اللي قدمه صديقي مادي من حيث الدراسه خارقه العاده، وكذلك الاخ اللي تدخل في قفصه، واحنا نعرفوا اللي قدمته الشركه هذه على المحيط نتاعها. لكن بين ما هو مقدم في مستوى الدراسات وبين ما هو موجود في المناطق هذه اللي هي تشهد احتجاجات الاجتماعيه،
واللي كانت التنمية على هامش التنمية لمدة لا بأس بها. المجهود اللي يلزم يتعمل اللي يتقدم كأنه قطرة في محيط. كيفاش احنا نختزل السنوات اللي كانت فيها الجهات هذه على هامش التنمية وقت اللي هي فيها شركات بترولية وشركات ومناجم وغيرها، وبدأ توا ثورة أعطت مفهوم جديد للتصور التنموي اللي خلى المواطن ربما مش يفيق أما يطالب بحقه في إطار الديمقراطية اللي مطروحة للناس الكل. دونك اللي نحب نسأله أنا للمدخلين وللسيد الوزير والسيد كاتب الدولة الناس الكل، كيفاش نجموا المجهود متاعنا يشعر به المواطن، يشعر به الشباب. توا نسمع في الزوز نماذج طيبة وطيبة جدا، أنا كأسيل ولاية تطاوين على كل حال نفتخر بها ونعتبرها بداية، لكن بين الشباب اللي قاعد توا يهاجر ويتلوح في البحر وبين الشباب اللي قاعد يخرج ويسكر في الطرقات ويحوم في البستنة في معناها منحة نتاع ما نعرفش قداش 400 ولا 500 دينار، شتان بين الشيئين. تناولكم للموضوع هذا طيب وطيب جدا، لكن أنا نتصور اللي كان يمكن أنه يتعمل في مستوى الجهات اللي هي يعني موجه لها العمل هذا باش الشباب بدوا، لأنه فما شوية فجوة ما بين باش نكمل ما بين اللي تقدموا المكاتب الدراسات وما بين المهتمين بالعمل الاجتماعي، وهو عمل طيب نحب نشكره الحقيقة باش نظهروا الناحية الإيجابية ما نظهروش فقط الناحية السلبية، لكن رغبتنا في أنه ياخذوا منحة أسرع وينعكس بوقت قصير على المحيط اللي تخدم فيه الشركات هذه باش تنقص الاحتجاجات، تنقص الإضرابات، ينقص توقيف العمل اللي منعكس على المالية العمومية وعلى ميزانية الدولة. شكرا. Merci. شكرا. Une dernière question. Oui, monsieur. Oui, bonjour. السلام عليكم. عصام بن يوسف ممثل سروبات ديريكتور سروبات انترناسيونال، موجودين في 7 دول افريقيه. السؤال متاعي يتوجه الى شركه فوسفات قفصه، والسؤال هو هل خمت شركه فوسفات قفصه بالخروج الى الاسواق الخارجيه، ناهيك انه بعض الشركات العامة التونسية كما ستاغ انترناسيونال، سوناد انترناسيونال، لوناس انترناسيونال خرجوا، لأن اليوم السوق في تونس صحيح فما استثمار، لكن باش نطوروه لابد نعملوا شراكات، وخاصة في إفريقيا اللي الفوسفات يعني في بعض برشا دول موجود، والخبرة نتاع شركة فوسفات قفصة اللي هي خبرة عريقة وكبيرة من الشركات الأوائل في العالم معناها، وتونس مصدر كبير، النو هاو نتاعها ربما نستفادوا به، وهذاك يرجع بالنفع على تونس ويمكن يمشي في اطار الشراكه قطاع عام قطاع خاص. سؤال موجه يعني هل عندها النيه للخروج الى الاسواق الخارجيه، لانه معناها اللونجو كبير برشا والخبره نتاعها تنجم نستغلوها ويعود بالفائده الى تونس، استثمار ينجم يكون شراكه قطاع عام قطاع خاص. وشكرا. Merci. Donc peut-être on va le timing, on va voir si on a le temps donc pour avoir un deuxième pool de questions, mais je vais peut-être donner la parole aux intervenants pour interagir et pour répondre à certaines questions. Monsieur le ministre, donc je commence par vous. Donc vous avez quelques questions qui vous ont été adressées directement. Vous voulez bien réagir? Tout d'abord concernant la culture. La culture est une composante essentielle pour le développement. Donc on ne peut pas laisser à côté la culture. Donc, dans le cadre du projet de développement du sud du désert tunisien, donc on a une équipe pluridisciplinaire qui travaille pour finaliser donc ce projet-là, y compris le ministère de la Culture, il participe avec nous, le ministère du Tourisme d'ailleurs, il participe, parce qu'on connaît bien qu'il y a donc un gisement important une histoire ancienne de toute la zone donc, du désert. Donc c'est très important pour développer. Donc il y a, dans ce projet, il y a carrément une composante culturelle et touristique. Donc là, pour rassurer donc, Madame Nif qui a soulevé ce point-là. L'autre point concernant la vision pour les énergies renouvelables qui a été soulevé. Donc là, c'est très important. Pour nous, pour la Tunisie, donc la Tunisie est un petit pays, donc avec des petites ressources naturelles, avec des petites ressources des hydrocarbures, oil and gas.
Donc, il est nécessaire donc, de travailler pour le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est un axe stratégique pour nous, le développement des énergies renouvelables. Donc là, il y a tout un programme qui a été préparé pour le développement des énergies renouvelables, mais reste insuffisant. Donc, on est en train aussi de travailler, suite à la demande du chef de gouvernement, d'accélérer donc les projets des énergies renouvelables. Donc là, j'ai présenté tout à l'heure donc le projet donc du désert donc qui va concerner à peu près 1700 MW, mais on a des projets en cours. D'ailleurs, la semaine prochaine, donc le 15 novembre, c'est la limite des dépôts donc des dossiers pour l'appel d'offres qui a été donc lancé par le ministère concernant le développement, concernant des projets des énergies renouvelables solaires et éoliennes. Et d'ici le début de l'année, donc je pense au mois de janvier et février, on va lancer donc des projets de concession pour les énergies renouvelables. Reste peut-être le problème de la bancarisation donc de ces projets-là. Donc on est en train de voir donc et d'étudier avec tous les partenaires donc et les bailleurs de fonds pour améliorer les conditions de ces projets. L'autre point, donc le troisième point qui a été soulevé concerne le développement de ces régions. Effectivement, je partage avec vous donc toutes ces régions-là donc n'ont pas été développées donc en prenant en considération les potentialités de ces régions-là. Donc, ce qui est demandé, je pense, d'avoir une vision globale de ces régions, c'est ce que j'ai essayé de présenter concernant la région du sud, l'extrême sud tunisien, ou bien la région des mines. Donc, ce qui manque, c'est une vision globale du développement durable. Et j'insiste sur le développement durable pour essayer, c'est-à-dire pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, quand on parle d'un développement durable, on parle de l'éducation, on parle de la santé, on parle de l'environnement, on parle des investissements donc, du secteur privé. Donc, tout ça donc, ensemble, ce n'est pas seulement un rôle de l'État, mais la base de tout développement durable, je pense, reste l'éducation et la santé. Et d'ailleurs, si on prend ces régions-là, donc on va les trouver dans le classement des différents concours ou bien des résultats du baccalauréat, on va les trouver donc les derniers donc, dans ce classement. Donc ce qu'il faut, c'est ce qu'essaie maintenant le gouvernement, c'est de présenter une vision globale de développement pour ces régions-là. Et d'ailleurs, les investissements sont très importants et on ne peut avancer et rapidement qu'avec une coopération donc, du secteur privé tunisien et du secteur privé aussi étranger, donc dans le cadre d'un partenariat public-privé. Merci. Peut-être une réaction de votre part, Monsieur le Secrétaire d'État? Oui. Merci. Juste pour réagir avec ce qui a été avancé, les programmes de responsabilité sociale viennent de commencer. Ça fait quelques années. Et comme vous l'avez bien dit, c'est un effort complémentaire à ce que fait l'État en termes d'investissement dans les régions concernées. Je prends l'exemple de la région de Gafsa. Les investissements cumulés que l'État a engagés depuis 2011, ils ont atteint, je crois, 960 millions de dinars, c'est à peu près 1 milliard de dinars, et les interventions de la société, la compagnie de phosphate de Gafsa ne représente qu'à peu près 5%, 6%. Donc c'est un investissement complémentaire, donc il ne peut pas substituer donc l'effort de l'État et il ne peut pas être visible à court terme. Donc c'est un effort, d'abord c'est intégré dans la stratégie des entreprises, que ce soit pétrolière ou minière, et le résultat, bien sûr, va être visible dans les années à venir. Et pour répondre à la question qui nous a été posée, c'est-à-dire l'effort ou les possibilités d'investissement à l'étranger, en fait, le groupe chimique a investi depuis 30 ans dans plusieurs investissements à l'étranger et dans l'Europe de l'Est, mais le plus important, c'est en Chine.
où nous avions créé depuis la fin des années 80 la société SACF avec le partenaire chinois. Donc c'est une entreprise d'industrie chimique qui produit 1,2 million de tonnes d'engrais. Donc c'est une grande entreprise et dont la partie tunisienne est majoritaire. Elle détient 60% du capital. Il y a plusieurs initiatives actuellement à investir dans plusieurs régions. Nous avons le Vietnam, il y a des opportunités sérieuses là-dessus. Et l'Éthiopie. Aussi, nous avions reçu l'année dernière, ça fait quelques mois, une délégation congolaise qui, bien sûr, voudrait développer des projets, mais c'est des projets capitalistiques. Et bien sûr, qui nécessitent que les sociétés du secteur, les deux opérateurs, la CPG et le groupe chimique, qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir participer tout d'abord. Et puis, le cours actuellement des mines n'est pas assez encourageant pour pouvoir y aller très vite. On est en train d'étudier toutes ces opportunités-là, mais bien sûr, l'initiative bien sûr, ne manque pas aux opérateurs du secteur. Merci. Donc avec ceci, donc on clôture notre panel. On m'indique qu'on doit clôturer donc par rapport au timing. Je suis désolée par rapport à toutes les interventions que les intervenants qui auraient souhaité poser leurs questions. Je ne peux clôturer cette session sans remercier toutes les structures qui ont participé à l'organisation du forum, en particulier l'équipe du FIPA. Donc bravo pour l'organisation et merci pour tous. Merci pour les intervenants. Merci pour votre présence pour les débats. Merci pour les questions. Et voilà, donc la session est clôturée. Merci.